Donc ça a été déjà fait. Je vais juste reparcourir. Donc voilà ma classe monome. Donc j'ai un coefficient de type float, un exposant de type int. Alors j'ai mis deux constructeurs. Donc c'est une surcharge de constructeur monome en fait vide et un autre constructeur monome avec les deux paramètres que je vais renseigner. Une méthode de saisie qui permet éventuellement, si j'ai envie de saisir donc, le coefficient, si j'utilise par exemple le constructeur par défaut, là les valeurs seront initialisées à 0. Après, je pourrai renseigner les bonnes valeurs en appelant la méthode lire. Et là, je vais lire donc le coefficient et l'exposant que j'ai envie de mettre dans l'objet monome. Bon, j'ai une méthode d'affichage donc qui affiche coefficient plus x exposant de manière à avoir, par exemple, 3x moins 2, par exemple. Voilà. Et donc, la méthode somme qui fait la somme de deux monômes, donc c'était la deuxième question, pour faire la somme de deux monômes, donc je vais obtenir un monôme. Et bien sûr, quand je dois faire la somme de deux monômes, ils doivent avoir le même exposant, c'est-à-dire que le VIS et le M2, donc le monôme M2 et le monôme VIS. Ils doivent avoir le même exposant. Donc, le monôme somme, il va avoir le même exposant, d'accord, que les deux. Là, j'ai choisi de prendre le 10.exposant. J'aurais pu prendre le M2.exposant parce que c'est les mêmes valeurs. Et je fais la somme des coefficients. Donc, regardez ce que je fais. Return new monôme, 10.coefficient plus M2.coefficient. Donc, je fais la somme des coefficients entre le 10 et le M2. Et le deuxième paramètre, c'est en fait un des deux exposants. C'est soit le 10.exposant, soit le M2.exposant. D'accord? Et là, donc, là, j'ai utilisé le constructeur monome avec deux paramètres. D'accord? Donc, là, je crée un objet monome où je renseigne donc les valeurs du coefficient et de l'exposant et je le retourne comme résultat de la somme. Maintenant, calculer la valeur. On demande aussi de calculer la valeur d'un monome pour un x donné. C'est-à-dire, vous avez un monome, par exemple, 4x moins 2. Après, je donne une valeur à x pour calculer le 4x à la puissance moins 2 ou à la puissance 2. OK? Voilà. Donc, ici, regardez ce que je fais. J'ai utilisé la méthode POW de la classe math. Vous la voyez? Donc, la méthode POW de la classe math qui fait en fait, la puissance. Elle calcule x à la puissance exposant. D'accord? Donc, je lui donne les deux paramètres, x et le 10.exposant. D'accord? Donc, elle fait x à la puissance 3, x à la puissance 5, etc. Ça dépend de la valeur de l'exposant. Et puis, le x sera donné comme paramètre. Le résultat que j'obtiens, d'accord, je le multiplie par 10.coefficient. Et là, c'est un cast que je fais, donc float, d'accord, entre parenthèses, c'est un cast que je fais pour forcer en fait le résultat de cette fonction POW, de cette méthode POW, à être de type float. Au cas où vous avez par exemple, au cas où vous avez par exemple 2x à la puissance 3, d'accord? Si je donne à x la valeur 2 par exemple, ça va être un entier. Mais moi, je vais forcer à être un float. Voilà. OK, donc là, c'est le calcul, en fait, de la valeur du monôme. Après, j'ai les accesseurs, get coefficient, set coefficient. Donc, le get, c'est pour retourner la valeur du coefficient. Elle est de type float. Le set coefficient, c'est pour changer la valeur du coefficient au cas où on aurait besoin de renseigner cette valeur. Alors, donc, je fais passer CO comme paramètre, d'accord, et je fais coefficient égale CO. Get exposant, c'est return exposant, elle est de type int, donc elle retourne l'exposant, et set exposant, donc je lui fais passer int ex, et elle va renseigner l'exposant avec cette valeur ex. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait dans la classe monôme. Des accesseurs, une méthode qui fait la somme, une méthode qui calcule la valeur, une méthode de saisie, une méthode d'affichage et les constructeurs. Voilà, donc la suite de l'exercice, c'est utiliser la classe monôme pour en fait définir une classe polynôme. Donc, je vous laisse lire donc les questions. Et si vous avez des questions, il faut les poser. Je ne vais pas répéter à chaque fois. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, une classe polynôme, on vous dit, en fait, elle est définie, cette classe, par un attribut de degré. Le degré d'un polynôme, c'est un entier. Quand je vous dis, par exemple, un polynôme de degré 4, ça veut dire, en fait, il va comporter au maximum 5 monomes, hein. D'accord. Un polynôme de degré 4, je vais vous donner par exemple, euh, alors 2x, je vais écrire dans le chat, plus x carré, plus x, x 4, bon, plus, voilà, un polynôme 2x4 plus 4x2 moins 3x plus 9. D'accord, là, donc là, j'ai un polynôme de degré 4. En fait, c'est l'exposant du monôme de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré, c'est 4. OK, voilà. Et là, j'aurais pu avoir aussi un monôme de puissance x à la puissance 3. D'accord, un monôme d'exposant de degré 3. Donc ici, on vous dit comportant un attribut degré et un tableau de monôme de taille degré plus 1 parce qu'il ne faut pas oublier le monôme de degré 0. Là où j'ai la constante éventuellement, comme plus 9, plus 10, etc. Donc là, j'aurais besoin pour un polynôme de degré D, j'aurais besoin de D plus 1. D'accord, j'aurais besoin de D plus 1, un espace pour D plus 1 monôme, parce qu'il ne faut pas oublier le monôme de degré 0. Donc après, on vous dit la classe polynôme doit comporter un constructeur, une méthode de saisie, une méthode d'affichage, etc. Et puis, on demande la même chose. D'abord, on vous dit, on suppose dans le tableau que les monômes sont rangés dans l'ordre décroissant de leur degré. Comme vous avez l'habitude d'écrire vos polynômes, quand vous écrivez vos polynômes, vous commencez toujours par les écrire par le monôme de plus haut degré. Un polynôme de degré 5, vous commencez par x à la puissance 5. Un polynôme de degré 3, vous commencez par x à la puissance 3, et puis c'est rangé. X à la puissance 3, ensuite le x à la puissance 2, ensuite le x à la puissance 1, ensuite le x à la puissance 0, c'est-à-dire la constante. D'accord. Donc, on prend la même convention dans le tableau. On va essayer de ranger les monômes dans l'ordre décroissant de leur exposant, en fait, de leur degré. Voilà. Après, on vous demande, donc, mis à part ces méthodes de lecture, d'affichage, etc., on vous demande une méthode qui fait la somme de deux polynômes et une méthode qui calcule la valeur d'un polynôme pour une valeur x donnée. Donc, vous remarquez que c'est les mêmes questions que pour le monôme, mais là, on va utiliser la classe monôme pour travailler cette classe polynôme, pour implémenter cette classe polynôme. Voilà. Donc, vous regardez, s'il vous plaît, cette diapo, vous essayez de comprendre ce que je mets sur cette diapo. Est-ce que le son, il arrive convenablement? Il est bon, le son? Oui, madame. OK.
Là, j'ai une question. Pourquoi on a utilisé private pour les attributs? Pourquoi on a utilisé private pour les attributs? Moi, je repose la question. En fait, c'est la règle générale d'encapsulation. Ça, on l'a dit, on l'a répété. C'est la règle générale d'encapsulation. Les attributs devraient être tout le temps déclarés private, les méthodes devraient être publiques et les classes devraient être publiques. Bon, à moins qu'on veuille en fait restreindre un petit peu l'accès, ouvrir plutôt un petit peu l'accès aux attributs pour les classes dérivées. Pour les classes dérivées, on peut utiliser protected pour les attributs. Si on a envie de dériver la classe, on peut utiliser protected. Voilà. Maintenant, si vous déclarez un attribut public, ça veut dire que là, vous laissez l'ouverture à cet attribut dans toutes les classes et vous risquez de faire n'importe quoi sur cet attribut. C'est une manière de protéger les attributs. Voilà, donc dans cette classe polynôme, si vous voyez bien, j'ai deux attributs. Un attribut de type int qui est degré et un attribut monome, donc un attribut qui s'appelle M. Un attribut qui s'appelle M. Et vous voyez les crochets. Hein, donc les crochets, vous pouvez les mettre à droite de M ou alors à gauche de M. D'accord. Et là, donc, c'est du type monome. C'est-à-dire c'est un tableau de référence vers des monômes. On a bien vu déjà les tableaux d'objets. Hein, d'accord. Ça, je suis en train de suivre la définition. On vous dit un polynôme, il est défini par un degré et un tableau de monôme. Voilà, donc je déclare le degré du polynôme, d'accord, et je déclare le tableau de monôme, M, d'accord, voilà. Pour l'instant, en fait, ce M, en fait, ça va être un tableau de référence vide, nul, nul. Alors, j'ai mis en fait polynôme comme ça au cas où j'en aurais besoin, hein, donc polynôme vide, comme ça, un constructeur vide. Et j'ai mis un autre constructeur. Et là, j'ai fait beaucoup de choses dans ce constructeur. Hein. J'ai fait passer la valeur degré de ce polynôme. D'accord. En fait, c'est pour renseigner le degré. C'est pour dire je veux un polynôme de degré 3, je veux un polynôme de degré 6, je veux un polynôme de degré 5, etc. D'accord. Donc là, je fais passer le degré. This point de degré égale degré, comme on a l'habitude de faire, c'est renseigner le degré du polynôme. Alors, après, donc, en fait, le schéma à droite, le grand cadran ici, le schéma à droite, ça, c'est une structure de polynôme. Donc, lorsque je vais faire P égale new polynôme, polynôme P égale new polynôme, je vais avoir un cadran qui va ressembler à ça en mémoire. Donc, un attribut degré, d'accord, de type int, un attribut M qui est une référence vers un tableau, d'accord, et ce tableau lui-même, c'est en fait des références vers des monômes. Les monômes, c'est ce que je dessine en orange. Et le tableau, c'est ce que je dessine en bleu. Voici, c'est ça la structure que je vais avoir pour mon polynôme.
D'accord. Donc, si je veux accéder à un monom précis du polynôme, ça va être P point M de I. D'accord. Si je veux accéder au monom numéro I du polynôme, c'est en fait, sachant que P c'est le polynôme, c'est P point M de I. OK. Et après, à l'intérieur de M de I, je vais avoir encore le coefficient et l'exposant, donc les deux attributs. C'est ce que fait en fait le constructeur polynôme que je mets donc avec paramètres. Il crée cet espace que je dessine à droite. Vous avez compris? Non, 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 l'héritage, c'est pas l'agrégation, c'est pas la composition, c'est faux. L'héritage, non. L'héritage, c'est la relation is-e, est-un. Donc maintenant, je reviens à la relation qu'il y a entre polynôme et monôme. Dans ce cas, donc là, je dirais un polynôme, il comporte un ensemble de monômes. Un polynôme est composé d'un ensemble de monômes. Un polynôme est une agrégation d'un ensemble de monômes. Et voilà comment je dessine l'agrégation. C'est un losange. Vous regardez maintenant le schéma en haut. C'est une histoire de représentation schématique de la relation qu'il y a entre polynôme et monôme. C'est pour la première fois qu'on voit cette relation, la relation d'agrégation ou de composition. En fait, là, il faut savoir qu'il y a deux types de composition. La composition faible, qu'on appelle agrégation, et la composition forte. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça va vous embrouiller. Vous allez comprendre ça lorsque vous allez faire, en fait, la modélisation en génie logiciel, bon, Inch'Allah, l'année prochaine. OK? Donc ici, moi, je retiens qu'un polynôme est composé de plusieurs monomes. Et c'est comme ça que je schématise la relation d'agrégation de composition, c'est le losange. Parfois, vous trouvez un losange plein, rempli, ça c'est la composition forte. Et parfois, vous trouvez un losange comme ça vide, c'est la composition faible. Mais bon, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je sais que vous n'allez pas comprendre grand-chose. OK. Si je veux prendre un autre exemple, un objet est une composition d'un ensemble d'autres objets. Qu'est-ce que je peux avoir comme exemple? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un objet qui sera construit à partir d'une composition d'autres objets ou là une agrégation d'autres objets? Vous pouvez trouver même dans la réalité, comme ça, en regardant, vous allez trouver plein d'exemples. Non, non, père-fils, non, père-fils, c'est l'héritage, attention, non, non. C'est faux, hein. Non, père-fils, c'est l'héritage, c'est pas ça. Non, 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 c'est faux, El-Hamr, non, non, c'est le mauvais exemple vraiment que tu prends, non, non, non. D'autres exemples, un exemple. Je vous prends un exemple simple. J'ai une classe appartement. D'accord? Un appartement, il peut être défini par un numéro, je ne sais pas, le numéro de l'étage, la superficie, le nombre de pièces et ainsi de suite, hein. D'accord? OK. Et je vous prends immeuble. Un immeuble est un ensemble d'appartements. Un immeuble est composé d'un ensemble d'appartements. D'accord? Donc, je peux définir donc immeuble, la classe immeuble, avec un tableau d'appartements. D'accord? J'ai un ensemble d'appartements et je dirais que immeuble est une agrégation, est une composition, là c'est une composition forte, est une composition d'appartements. Il est composé de plusieurs appartements. D'accord? C'est un exemple très simple que vous voyez comme ça dans la nature. Je ne sais pas.
Par exemple, si je prends quelque chose de plus abstrait, une filière, par exemple, à l'université, elle est composée d'un ensemble de modules. D'accord? C'est un ensemble de modules qui composent la filière. Donc, la filière, bon, elle aura un code, un nom, etc. Le module, il aura un code, et un libellé, et ainsi de suite. Donc, un contenu, par exemple. OK. Une filière est composée d'un ensemble de modules. Donc, j'aurai une classe module, une classe filière, et je définis la filière avec comme étant un ensemble de modules. Un autre exemple, vous prenez par exemple la décomposition administrative là, des daïras et des wilayas. Vous pouvez dire qu'une wilaya est un ensemble, est composé de daïras. C'est un ensemble de daïras. On peut descendre plus bas. Je dirais qu'une daïra, c'est un ensemble de communes. Et après, je prends la classe commune, je la définis par exemple avec un numéro de commune, un nom de commune, le nombre d'habitants dans la commune, etc. Et je prends la daïra, c'est un numéro de daïra, et ainsi de suite. Okay. Le chef de daïra, par exemple. OK, voilà. Donc, c'est ce genre de relation est composé de. D'accord? Voilà. Mais je ne peux pas dire qu'un père est composé d'un ensemble de fils. Non. OK. Donc, on continue sur l'exemple. Donc, on a défini les constructeurs de notre classe polynôme, on a défini les attributs. Regardez la méthode lire. En fait, la méthode lire, qu'est-ce qu'elle va faire? Si je reviens un petit peu à mon schéma de tout à l'heure, vous voyez bien ici les monomes ici. Comment je les ai créés? Regardez. Les monomes, comment je les ai créés? Je les ai créés vides en quelque sorte. Il va y avoir des zéros partout, d'accord, dans les cadrans orange. Parce que j'ai utilisé m de i égale new monome, le constructeur par défaut. OK. Donc après, je pourrais faire, lorsque je vais créer mon polynôme et je vais appeler la méthode de lecture de mon polynôme, c'est en fait pour renseigner plutôt les valeurs des monomes. C'est pour renseigner le coefficient et l'exposant de chaque monome. Il faut bien suivre. Hein. C'est pour renseigner le coefficient et l'exposant de chaque monome. Et c'est ça ce que fait la méthode lire. Donc, je vous laisse le soin de lire la méthode de lecture et la méthode qui affiche le polynôme. Donc, la méthode lire, en fait, c'est pour saisir, je disais, le coefficient et l'exposant de chaque monome. Et là, donc, bien sûr, il me faut un objet. Non, l'objet scanner, c'est pas la peine ici. Hein, donc, je vais l'enlever. L'objet scanner, non, c'est pas la peine parce que vous voyez, je n'utilise pas e point quelque chose. Hein, non.
Donc, je vais enlever l'objet scanner. Je vais juste écrire un message, introduire les monomes dans l'ordre décroissant des exposants. Après, j'ai une boucle. Et à chaque fois, j'ai m de i.dir. M de i.dir, ça veut dire, en fait, c'est saisir le mot i, en fait, qui doit se trouver à la position i du tableau. D'accord, le degré chez i, degré, ouais. Il doit se trouver à la position i du tableau. Position de la classe monome. Je reviens un peu. Parce que c'est cette méthode que j'appelle. Voilà, la méthode lire de la classe monome qui permet de renseigner le coefficient et l'exposant en utilisant le e.nextFloat et le e.next. Donc, pour chaque monome, on va faire ça, d'accord? Et c'est à ce niveau que le scanner est utilisé. Donc, c'est à ce niveau que je définis l'objet scanner. Mais dans l'autre, il est inutile. C'est pas faux, mais il est inutile. D'accord? Donc, c'est cette méthode, quand je fais m de i.lire, c'est cette méthode lire qui est invoquée à chaque fois. Donc, elle va me dire saisir le coefficient, saisir l'exposant, et moi, je vais saisir le coefficient et l'exposant de chaque monome m2. Voilà. La même chose, bon, je vais pas, l'affichage du monome, juste pour se rappeler, l'affichage du monome, il va afficher coefficient x exposant pour chaque monome. Voilà. Donc, pour la méthode d'affichage du polynôme, bien sûr, il faut afficher tous les monômes. Mais quand j'affiche un polynôme, je vais l'afficher de la manière, par exemple, premier monôme, plus deuxième monôme, plus troisième monôme, plus dernier monôme. OK? Il ne faut pas oublier le plus entre les monômes. C'est pour ça que je commence par afficher le M2.0. Donc, j'appelle M2.0.affiche. C'est la méthode affiche de la classe monôme qui va afficher coefficient X exposant. Après, elle va faire un plus pour afficher le deuxième, ensuite un plus pour afficher le troisième, etc. D'accord? Donc, j'affiche le M2.0, ensuite pour i allant de 1 jusqu'à degré, je mets un plus et j'appelle le M2i.affiche le deuxième. Ensuite, je fais un plus, j'affiche le troisième, un plus et j'affiche le dernier. Est-ce que c'est compris pour ces deux méthodes? Donc, toujours lorsque j'utilise un attribut, que ce soit un tableau d'objets ou un attribut simple, il faut toujours que je pense à utiliser les méthodes qui sont définies dans cette classe, en fait, qui est un attribut de la deuxième classe. Est-ce que c'est clair? On avance? OK. Voilà. Là, on demande la somme de deux polynômes. C'est un peu moins évident. Alors, comment vous allez faire la somme de deux polynômes? Vous avez deux polynômes. Chaque polynôme, il est défini, donc il a un degré, il est défini par un ensemble de monômes. Bien sûr, on suppose que les monômes sont renseignés, etc. Vous avez un polynôme P1, vous avez un polynôme P2, et vous voulez faire la somme. D'accord. Comment vous allez procéder? C'est-à-dire, quelles sont les choses auxquelles on doit penser pour faire la somme des deux polynômes? les coefficients les x لازم يكونوا كيف كيف. Ça, lorsque tu dois, donc, tu as plusieurs cas de figure, en fait. Tu as plusieurs cas de figure. D'abord, on doit sommer les mêmes degrés, oui. D'abord, il faut se poser la question. En fait, le résultat de la somme de deux polynômes, c'est forcément un polynôme. D'accord? C'est forcément un polynôme. La somme de deux polynômes est un polynôme. La première question que l'on se pose, quel sera le degré de ce polynôme? Parce qu'un polynôme, il est toujours défini par un degré, un tableau de monômes. On va se poser la question, quel sera le degré du polynôme résultat de la somme? C'est ça, la première des choses à laquelle il faut penser. Le degré du polynôme résultat.
C'est quoi le degré du polynôme résultant? Le plus grand degré entre les deux. Voilà, c'est le maximum des degrés. Voilà, le maximum des degrés entre les deux. D'accord. D'abord, c'est la première question qu'il faut résoudre. Donc, prendre le maximum. Parce que, en fait, pour commencer à renseigner le polynôme somme, il faut créer l'espace de ce polynôme somme. Pour créer l'espace de ce polynôme somme, il me faut le degré de ce polynôme. D'accord. Donc, je vais comparer les degrés des deux polynômes, je vais prendre le maximum et je vais créer l'espace de mon polynôme somme. Une fois que j'ai créé l'espace de mon polynôme somme, je dirais, en fait, ça va être un polynôme de degré 6. Il faut que je prépare un espace de 6 monômes, voilà, pour pouvoir contenir la somme. Ensuite, je vais comparer les monômes des deux polynômes, d'accord? 2 à 2, les monômes. Donc, je vais prendre le premier monôme du premier polynôme et le premier monôme du second polynôme. S'ils ont le même degré, je vais calculer leur somme. Maintenant, s'ils n'ont pas le même degré, il y a certainement un qui a un degré supérieur à l'autre. Je vais prendre celui qui a le plus haut degré et je vais avancer. Là où j'ai pris le monôme, j'avance. Là où je n'ai pas encore pris le monôme, je reste là où je suis. C'est comme une fusion. Vous vous rappelez comment on fait la fusion, par exemple, de deux tableaux triés ou de deux disques triés? Ou là, ils sont triés par ordre décroissant de leur degré. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On compare le plus grand, on prend le plus grand et on avance là où on a pris. Là où on n'a pas pris, on n'avance pas. Maintenant, si on tombe dans le cas où on a égalité des degrés des deux monômes, on va prendre la somme des deux monômes et on va avancer dans les deux, et ainsi de suite. Après, il se peut qu'il me reste un monôme à la fin, je vais le prendre soit dans P1, soit dans P2. D'accord. Il faut, donc, en fait, ça va être le monôme restant, soit dans P1, soit dans P2. OK? Voilà. Un ou deux monômes, je sais. Ils vont rester à la fin. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'il faut écrire. Voilà. Donc, vous essayez de comprendre. Ça, c'est la première partie. Après, il reste la partie des monômes restants. Essayez de lire, s'il vous plaît, cette première partie de cette méthode somme. La somme de deux polynômes. D'abord, donc comme pour toutes les méthodes qui manipulent deux objets, les méthodes d'instance qui manipulent deux objets de la classe, il y a le disque que je ne vois pas. Je fais passer un seul paramètre, c'est polynôme P2, et je récupère un résultat de type polynôme. La somme de deux polynômes, c'est un polynôme. Le polynôme résultat, je l'appelle S. Donc, je vous laisse le temps de lire la diapo et, et vous poser vos questions s'il y a quelque chose qui vous échappe ou bon, en fait, si vous avez une remarque ou là, il faut.
Voilà, donc on essaye de lire ensemble. Regardez, je vous mets déjà des commentaires pour bien comprendre. Le polynôme somme aura le degré max, c'est ce qu'on vient de dire. Donc j'ai pris une variable d max de type int et j'ai calculé le maximum. Le maximum entre quoi et quoi? Entre le degré du polynôme this et le degré du polynôme P2. Donc, 10 points degré et P2 points degré, je prends le max, math.max. Donc, vous avez une méthode max de la classe math qui vous donne le maximum. Sinon, vous auriez pu le faire avec un if else. Hein. D'accord, tout simplement, vous comparez 10 points degré et P2 points degré et vous prenez le D max, le maximum. Une fois que j'ai obtenu le degré max, pour créer l'espace du polynôme somme, je fais S égale new polynôme D max. D'accord. Donc, je donne le degré D max en paramètre. Après, donc, j'ai I, J et K. Alors, le I, c'est pour parcourir le polynôme D, d'accord, les monomes du polynôme D, donc le tableau M du polynôme D. Donc, rappelez-vous, dans un polynôme, j'ai le tableau M, c'est le tableau de monomes. D'accord, c'est ça que je vais manipuler, c'est les monomes du polynôme. Le J, c'est pour parcourir le polynôme P2 et le K, c'est pour le polynôme S, le polynôme résultant. D'accord. Donc, regardez ma boucle, y inférieur ou égal à P point degré, NJ inférieur ou égal à P de point degré. C'est ce que je disais, je vais comparer les exposants des monomes. Vas-y, s'il vous plaît, maintenant. Oui, d'accord. Oui, parce que j'ai eu un message, j'étais en train d'expliquer et j'ai eu un message de mauvaise connexion. Donc, OK. OK. Voilà, j'ai changé de connexion, je viens de changer la connexion. Donc, vous n'avez pas entendu toute l'explication, pas du tout. J'étais en train d'expliquer la diapo. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Ok, je vais reprendre. Ok. Donc ici, j'étais en train d'expliquer cette diapo. Je disais, voilà, donc j'ai le Dmax. Là, vous avez entendu? Oui, jusqu'à comparaison des exposants. D'accord. Donc, on va créer l'espace avec Dmax du polynôme somme. Après, donc,
pour commencer à faire la somme, on est obligé de parcourir les tableaux de monomes. On est obligé de parcourir, donc je disais le I, c'est pour parcourir les monomes du polynôme 10. Le J, c'est pour parcourir les monomes M de J du polynôme P2. Et le K, c'est pour parcourir les monomes du polynôme S. Là, il y a une erreur, c'est S.M de K. Je vais reprendre. C'est S.M. Parce que S est un polynôme. Bon, je vais corriger ça. Hein. Donc, je vais écrire, c'est S.M, toujours, hein, S.M de K, je vais la corriger. Au lieu de S. Donc, je vous écris dans le chat. Partout où vous trouvez S de K, c'est S.M de K. Parce que S, c'est un polynôme. Et là, je peux accéder au monôme du polynôme S. Donc, c'est S.M. C'est comme P2.M, 10.M, etc. OK. Donc, voilà, je compare les exposants. Donc, M de I.getExposant, s'il est supérieur à P2.M2J.getExposant. Là, je rappelle que M de I.getExposant, je peux écrire 10.M de I.getExposant. Donc, je mets le 10.M de I ou là directement L de I. C'est la même chose. Là, je disais que getExposant, c'est un accesseur. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accéder directement à exposant. Exposant, je l'ai déclaré private dans la classe monome. Donc, je ne peux pas écrire M de I.exposant. Je suis dans une autre classe, la classe polynôme. Et là, je suis obligée d'utiliser le get. D'accord? Voilà. Donc, si M de I.getExposant est supérieur à P2.M de J.exposant, c'est-à-dire l'exposant du monome du polynôme 10 est supérieur à l'exposant du monome du polynôme P. Je vais prendre le monome 10. Je vais prendre le monome M de I du polynôme 10. Et là, donc, S.M de K, c'est new monome M de I.get coefficient M de I.get exposant. Et j'avance uniquement là où j'ai pris le monome. Donc, je fais juste I++. Sinon, si le M de I exposant est inférieur à P2.M2J.getExposant, donc si l'exposant du premier monome est inférieur à l'exposant du deuxième monome, qu'est-ce que je fais? S.M de K, je vais prendre le monome du polynôme P2. Donc, je vais prendre le coefficient P2.M2J et l'exposant de P2.M2J. Et j'avance uniquement dans J, j'avance dans le deuxième polynôme. Donc, je fais J++. Maintenant, le else. Le else veut dire que j'ai une égalité d'exposants. Par exemple, vous avez 4x au carré et vous avez moins 2x au carré. Là, vous pouvez faire la somme parce que vous avez le même exposant. Donc, vous allez faire 4 plus moins 2x au carré. D'accord? Donc là, vous allez appeler la méthode somme de la classe monome parce qu'on a déjà une méthode somme dans la classe monome qui fait la somme de deux monomes. Et comment vous allez l'appeler? Vous allez l'appeler avec le monome M de I et le monome P2.M de J. En fait, M de I, c'est le 10.M de I, d'accord? Et le P2.M de J. Donc, comment on appelle? C'est 10.M de I, point somme, et le paramètre, c'est P2.M de J. D'accord? Donc, j'appelle avec un paramètre type monome et j'appelle sur une référence type monome, M de I, point somme, P2.M de J. Ça veut dire que là, je fais quoi? Je fais la somme entre le monome M de J du polynôme P2 et le monome M de I du polynôme 10. Et je vais obtenir S.M de K. Donc là, j'ai dit, je vais corriger partout, c'est S.M de K. Ce n'est pas S de K. D'accord? Et là, quand j'ai fait la somme des deux monomes, je vais avancer I++ et J++ dans les deux, parce que j'ai pris un monome du premier polynôme et un monome du deuxième polynôme, et j'ai fait leur somme. Donc, j'avance dans les deux polynômes. Et après, en fait, le K++, c'est avancer dans le polynôme résultat, ça c'est sûr. C'est dans tous les cas que je prenne un monome du polynôme P1 ou un monome du polynôme P2 ou bien la somme des deux monomes, je dois avancer K++ dans le polynôme résultat, dans le tableau des monomes du polynôme résultat. C'est compris? OK.
La somme, regardez, vous avez une méthode somme ici. La somme, vous avez une méthode somme dans la classe monome. Voilà ce qu'elle fait, la méthode somme. Elle fait la somme entre un monome et un autre. Et elle obtient un monome. D'accord? Bien sûr, quand elle doit faire la somme, on ne peut pas faire la somme des coefficients si les monômes n'ont pas le même exposant. Elle dit la méthode somme, elle dit il y a la méthode que j'ai appelée, c'est la méthode somme de la classe monome. Elle a comme paramètre un monome, elle s'applique sur un monome et elle retourne un monome. Donc elle fait la somme de deux monômes et elle retourne un monome. D'accord? C'est cette méthode que j'appelle. Bien sûr, cette méthode, je l'appelle si les monômes ont le même degré, le même exposant. Donc, dans le cas de l'égalité des exposants, vous allez appeler la méthode somme de la classe monome. Comment vous l'appelez? Il lui faut un paramètre de type monome. Elle doit s'appliquer sur une référence d'objet de type monome. En fait, moi, j'ai envie de faire le M de I plus M de J. D'accord? C'est ce que je veux faire. Donc, le M de I, il passe avant la méthode somme et le M de J, il passe en paramètre de la méthode somme. Et le résultat sera le M de K du polynôme S. C'est dans le cas d'égalité d'exposants. Maintenant, j'ai dit, il se peut qu'il reste des monômes. D'accord? Soit dans le premier, soit dans le deuxième. Void I inférieur ou égal à 10 point degré. Donc, S.M de K, je vais prendre le M de I. D'accord? Je vais avancer dans I++ et K++. S'il reste des monômes, il ne va pas rester dans les deux. Hein? C'est comme la fusion. S'il reste des monômes dans le deuxième polynôme, je vais les prendre. Les M de J, je vais les prendre dans S.M de K et je vais avancer avec J et avec K. Et je retourne à la fin le polynôme résultat qui est S. Bien sûr, là, vous devez reprendre l'exercice, hein, surtout si vous n'avez pas déjà réfléchi, vous ne pouvez pas comprendre directement. Il suffit de comprendre la logique, la logique de la méthode. Voilà. Alors, maintenant, calculer la valeur du polynôme pour un x donné. D'accord? Calculer la valeur du polynôme pour un x donné. Là, on a une méthode valeur. Rappelez-vous, on a une méthode valeur qui calcule la valeur des monômes. D'accord? On lui donne un x, elle donne la valeur du monôme. Donc, la valeur du polynôme, c'est la somme des valeurs des monômes qui le composent. Et là, donc, il faut aller aux différents monômes, les m de i, point valeur de x. D'accord? Je vais calculer la valeur de x de chaque monôme m de i et je vais l'ajouter à v. Vous connaissez le v plus égal? Oui, normalement, genre le V, le son V+. Voilà, c'est v égale à v plus. Hein. D'accord? Donc, v plus égale quelque chose, hein, je ne sais pas. Par exemple, c'est équivalent à dire V égale, normalement vous connaissez V plus. Le plus égal, c'est pour dire V égale V plus quelque chose. Voilà. Donc j'ai initialisé V à 0 et à chaque fois j'ajoute, dans V, j'ajoute M de I plus point valeur de X, sachant que valeur, c'est la méthode valeur de la classe monôme que j'applique sur le monôme M de I. Voilà. Et à la fin, je retourne V. C'est ça la valeur du polynôme pour un X donné. Donc là, encore une fois, j'utilise la méthode valeur que j'ai définie dans la classe monôme. Après, j'ai ajouté quelques accessoires ici. Donc, get degré pour retourner le degré. Get le tableau de monôme pour retourner la référence M. Rappelez-vous, le tableau de monôme, on l'avait appelé M. D'accord. Vous pouvez retourner une référence de tableau. Hein. Donc, c'est comme ça que vous l'écrivez. Donc, lorsque vous voulez retourner une référence de tableau, vous l'écrivez comme ça. D'accord. À gauche, donc, vous avez un retour type tableau de monôme. Donc, vous voyez les deux crochets. Et vous faites return M. Maintenant, si vous voulez retourner un monôme précis,
Vous n'allez pas retourner la référence du tableau, vous voulez retourner un monome, la référence du monome M de I. D'accord? Vous faites passer le I en paramètre et en fait, la méthode, vous allez l'appeler getMonome. Ça veut dire que vous voulez récupérer la référence du monome I. D'accord? Qui est référencée par le tableau M2, par la case M de I. Donc, ça sera une référence de type monome et vous faites return M de I. Vous voyez la différence. Dans la première, vous retournez la référence du tableau complet. Dans la deuxième, vous retournez la référence d'un monome précis, c'est-à-dire l'adresse d'un monome M de I. Bon, ça, on ne les a pas utilisés, mais bon, on les a mis parce qu'on a déclaré privé. Donc, P1.dir, en fait, elle va appeler la méthode lire pour tous les monômes. Si vous revenez à la méthode lire de la classe polynôme, vous allez voir que c'est une boucle qui va lire tous les monômes du polynôme P1. La même chose pour P2, donc P2.lire, on va saisir le coefficient et l'exposant de tous les monômes du polynôme P2. Donc, finalement, là, on a bien renseigné le polynôme P1 et le polynôme P2. Une fois qu'on a renseigné le polynôme P1 et le polynôme P2, on peut faire leur somme. Qui sera elle-même, donc, rappelez-vous, c'était le polynôme S, d'accord, pour lequel on a écrit toute la méthode somme. Donc, on va juste l'appeler ici, polynôme S égale P1.100 P2. Bien sûr, le polynôme S, rappelez-vous, dans la méthode somme, on avait créé l'espace du polynôme S en prenant le degré maximum entre P1 et P2. On avait créé le polynôme S avec un Dmax. Donc là, il suffit d'appeler la méthode somme qui fait P1.100 P2. C'est une méthode d'instance, parce qu'elle s'applique sur une référence P1. Elle a un autre paramètre P2. Voilà, après, je dis le polynôme somme est S.affiche. Et là, je rappelle, cette méthode somme, c'est la méthode somme de la classe polynôme. Donc, pour écrire les méthodes de la classe polynôme, on a utilisé les méthodes de la classe monôme. Et dans ce programme, parce qu'on manipule des objets polynômes, on est en train d'appeler les méthodes de la classe polynôme. Ça, c'est important, il faut bien comprendre. Donc, la dernière tranche de la question, on vous dit, vous avez une valeur x et vous devez calculer la somme du polynôme, en fait, la valeur du polynôme s pour cette valeur x. Donc, on lit la valeur x, e.nextFloat. Bien sûr, là, il me faut un objet scanner. Je ne sais pas si je l'ai créé. D'accord, il me faut un objet e-scanner. Donc, e.nextFloat. D'accord, je lis la valeur x. Et la valeur x pour le polynôme, c'est s.valeur de x. Et là, je répète, j'ai une méthode valeur dans la classe monôme que j'ai utilisée pour écrire la méthode valeur de la classe polynôme. Et à ce niveau, je suis en train d'appeler la méthode valeur de la classe polynôme.
parce que S, il est de type polynôme. Et ça, je l'ai expliqué maintes fois. Donc, c'est la référence de l'objet qui définit quelle est la méthode que vous êtes en train d'appeler. Vous appelez la méthode sur un objet de type polynôme, ça veut dire que c'est la méthode valeur de la classe polynôme. Quand vous appelez la méthode sur un objet de type monôme, ça veut dire que c'est la méthode valeur de la classe monôme. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a écrit la méthode valeur de la classe polynôme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à un autre exercice? On a passé trop de temps sur cet exercice. C'est bon? Moi, je vous conseille de reprendre les exercices. À tête reposée, il faut les reprendre. Lorsqu'on prépare, on comprend parfaitement et facilement. Mais quand on ne prépare pas l'exercice, tout nous paraît peut-être difficile, je ne sais pas. Bon, donc vous essayez de reprendre et après, si vous avez des questions, vous pourrez après les poser. Je vais partager l'exercice 1 de la série sur l'héritage. Donc, avec cet exercice sur les polynômes, on a vu quand même une relation importante, c'est la relation d'agrégation, la relation de composition. Hein. D'accord. Et on a vu autre chose, un attribut qui est type tableau, tableau d'une autre classe. Et comment le manipuler à l'intérieur de cette classe. Bon. Donc, je disais, je vais partager l'exercice 1 de la série 4. لما ليش كانت عندنا بيبي Ah oui, c'est du TP. C'est du TP. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les chaînes de caractères? Voilà telle méthode, qu'est-ce qu'elle permet de faire, comment utiliser telle méthode, etc. Les énumérations aussi, c'est un travail libre que j'avais donné. Vous avez travaillé le devoir. Normalement, vous avez dû voir comment manipuler les énumérations. J'avais envoyé le cours. Donc, c'est un travail libre que vous allez faire. Et en plus, peut-être que en TP, bon, elle pourra vous expliquer aussi certaines choses. Et peut-être qu'on va rencontrer les énumérations dans un exercice en série. C'est ce que j'ai l'habitude de faire, hein, même en temps normal. C'est des choses que je donne aux étudiants à travailler. Sauf bon, lorsqu'on était vraiment à l'aise, je les faisais en cours, mais après, j'avais donc 2-3 ans, je ne les fais plus. Je les fais en TP. Oui, le chapitre 5 dans l'interro, oui, oui. Vous aurez le chapitre 5, vous aurez jusqu'à l'héritage. Voilà, donc si vous n'avez pas lu ce texte, je vous invite à lire le texte de l'exercice. Donc là, c'est une classe que vous connaissez parfaitement, un employé. Une classe employée, une entité employée. Une classe employée.
Un employé permanent possède une expérience en nombre d'années. Il a un salaire égal au salaire de base plus les primes moins les retenues. On vous dit, bon, on vous donne quelques indications comme ça. Primes et retenues sont un pourcentage du salaire de base avec des taux définis. Un contractuel possède une expérience, une date de début de contrat, une durée de contrat. On peut lui renouveler le contrat. Il possède aussi un salaire calculé de la même façon qu'un employé. Un stagiaire possède une date de début de stage, une durée de stage et un salaire, un pré-salaire fixe. Donc, ce n'est pas un salaire, c'est un pré-salaire. Donc, on voudrait pouvoir obtenir les informations sur les entités manipulées, modifier les données grâce aux méthodes définies dans les classes. Proposer une implémentation de l'entité employée avec les différents types, comportant un constructeur, une méthode de saisie, d'affichage, les accesseurs. Bon, le type date, je ne l'ai pas créé. Hein, donc, le type date, vous connaissez. Je ne l'ai pas créé. On suppose qu'on a une classe date. Et on vous demande quand même de respecter le principe d'encapsulation. OK? C'est clair pour la question? OK? D'accord. Quand le son se coupe, vous me dites. Hein? D'accord. Quand le son se coupe, vous me dites. Voilà comment je définis l'entité employée. Regardez. C'est pas difficile. Hein? Donc, il suffisait de prendre une feuille de brouillon et de noter ce qui a été donné dans l'énoncé. Hein? Vous lisez la diapo. Voilà, donc c'est quand même une classe assez simple. Bon, donc j'ai déclaré numéro de sécurité sociale, nom et prénom de type string, date de naissance de type date, sachant que date, c'est déjà défini. On suppose qu'on a défini une classe date. Et la fonction de type string, la fonction de l'employé. D'accord. Pour respecter le principe d'encapsulation, j'ai tout déclaré privé. Hein. Constructeur, donc un employé où je vais renseigner
en fait tous les champs en ayant donc pour date de naissance, je fais new date, des points jour, des points mois, des points année. Pour les autres, je vais juste faire des affectations. Je prévois donc un constructeur aussi sans paramètres pour une surcharge de constructeur. Pour la saisie, donc je vais renseigner les valeurs. Numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom. Date de naissance, point lire. Donc là, c'est e.nextLine pour les autres, en utilisant l'objet scanner E. Et la méthode lire de date de naissance, on suppose que j'ai une méthode lire dans la classe date qui permet de lire la date de naissance. Et fonction égale e.nextLine. Donc là, c'est assez simple. Alors là, j'ai mis quand même la méthode toString, voilà, parce qu'on a déjà vu la méthode toString la dernière fois. D'accord. Elle est définie où la méthode toString? Dans quelle classe elle est définie la méthode toString? Non, non, non. À l'origine, dans quelle classe elle est définie cette méthode? La classe Object, oui. C'est la super classe de toutes les classes, la classe Object. D'accord. Eh bien, la méthode, on a dit, on doit la redéfinir à chaque fois dans les classes, d'accord, pour retourner une description textuelle, textuelle de l'objet tel qu'on doit voir sa description. Par exemple, là, pour un employé, je veux voir le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, la date de naissance et la fonction. Je veux voir ça. D'accord. Et c'est pour ça que je la redéfinis de cette manière. Donc, c'est une méthode redéfinie. J'aurais pu la noter par override, add override, pour dire que c'est redéfini. D'accord? Mais je peux ne pas la noter. Donc, elle doit retourner un string. Elle retourne quoi? Numéro de sécurité sociale, nom, prénom, date de naissance et fonction séparées par des tabulations pour avoir quelque chose de clair. Bon, voilà. Mais sinon, si je ne l'avais pas redéfini, la méthode toString, elle retourne sur un objectif employé. Elle retourne le nom de la classe, donc employé, avec une adresse. Et ça ne m'intéresse pas trop. C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Elle est définie comme ça. C'est pour ça qu'on l'a redéfinie. Maintenant, la méthode affichée, au lieu de mettre system.out.print, NSS plus nom plus prénom, etc., je vais mettre system.out.print this.toString. D'accord? This.toString, ça veut dire qu'elle va m'afficher ce que retourne la méthode toString. Vous voyez bien le lien. Elle va m'afficher ce que j'ai mis dans la méthode toString, ce que j'ai retourné dans la méthode toString. Donc, elle va m'afficher le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, etc. Voyez bien le lien entre la méthode affichée et la méthode toString. La méthode affichée, elle affiche ce que retourne la méthode toString. This.toString. Là, j'aurais pu l'écrire directement system.out.print this. Et je n'ajoute pas le toString. Ça, je l'avais expliqué en cours aussi. Hein. Je mets la référence de l'objet .toString ou bien uniquement la référence de l'objet, c'est la même chose. Après, donc, j'ai les accesseurs, comme j'ai déclaré tous ces attributs privés. J'ai les accesseurs, j'ai mis un get pour le numéro de sécurité sociale, un get pour le nom, un get pour le prénom, get date de naissance, get fonction. Enfin, je me dis que l'employé peut changer de fonction dans le temps, donc j'ai mis un set pour la fonction. D'accord? Pour changer sa fonction, donc j'ai mis un set de type, en fait, la méthode est de type void et elle a un paramètre nouvelle fonction FCT, donc fonction égale FCT. D'accord? Donc, je ne mets pas systématiquement des get et des sets partout. D'accord? Parfois, je me dis, j'aurais besoin du set, parfois, je n'aurais pas besoin du set, donc je ne mets pas. C'est compris? On avance? D'accord. J'ai l'impression de travailler avec 4 ou 5 étudiants, pas plus. C'est toujours les mêmes qui répondent. Je ne sais pas si les
se connectent et partent faire autre chose, ou je ne sais pas. On ne peut pas voir de toutes les façons. On ne peut pas contrôler ça. D'accord. Donc, on vous a dit, vous allez, d'accord, d'accord, réagir. On vous demande de proposer une conception des classes. On n'avait pas parlé uniquement d'employés, on avait parlé d'employés, on avait parlé aussi de différentes catégories d'employés. Les employés permanents, les stagiaires et les contractuels. Et après, en fait, chaque type d'employé, il a des spécificités. D'accord. Bien sûr, tous les employés, ils ont un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom, et une date de naissance et une fonction. Mais après, pour les permanents, ils ont quelque chose de spécial. Les stagiaires, ils ont quelque chose de spécial. Les contractuels aussi, ils ont quelque chose de spécial. Et donc là, c'est ce que je vais définir dans des sous-classes de employés. Voilà. Donc la classe permanent, externe employé, c'est un héritage. Et pour savoir si l'héritage que je fais, il est correct, d'accord, je dis, est-ce qu'un permanent est un employé? Oui, un permanent, un employé permanent est déjà un employé. Sauf qu'il a des choses spéciales, en fait spécifiques par rapport aux autres types d'employés. D'accord. On a dit le permanent, on vous a dit, il a un certain nombre d'années d'expérience, il a un salaire de base, et il a, en fait, on peut calculer son salaire en faisant un plus de prime et un moins de retenue par rapport au salaire de base, et sachant que la retenue, c'est un taux, c'est un pourcentage du salaire de base, et la prime, c'est aussi un pourcentage du salaire de base. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de définir ici pour l'employé permanent. Donc, permanent, externe employé. Bien sûr, quand je dis externe employé, cet employé permanent, il a quoi? Il a déjà un SSS, il a un nom, un prénom, une fonction, une date de naissance. Je ne vais pas les répéter ici. C'est ça le principe de l'héritage. Je ne répète pas ce qu'il y a dans la superclasse. Je complète et peut-être je redéfinis aussi. D'accord? Mais je ne répète pas ce qu'il y a dans la superclasse. Donc, en plus de tout ça, il a l'expérience, le salaire de base qui est un float. Et regardez ce que je définis ici comme retenue et prime. C'est des taux, c'est des pourcentages. Je les définis comme étant statiques. J'aurais dû les définir comme étant finales, parce que c'est des constantes. D'accord, final static. C'est des constantes, je ne vais pas les changer à chaque fois. Si je veux les changer, je viens les changer ici. Comme ça, ce n'est pas des constantes. En fait, je les ai définis statiques. Pourquoi? Bon, on reste sur ce mot statique. Pourquoi je les ai définis statiques? Pourquoi la retenue et la prime, qui est un pourcentage de 20% et de 16%, je les ai définis statiques. Allô? Vous avez entendu ma question? Je ne sais pas parce qu'il ne change pas. Il ne change pas parce que si j'avais mis final, il ne change pas. Maintenant, moi, j'ai mis uniquement statique. Sont fixes, madame, Quoi? pour Si tous vous les n'avez pas à répondre emplois. à cette question, je me demande ce que vous allez faire en interro. Hein. Oui, Madame, oui, parce que sont fixes parce que ils sont fixes pour tous les employés. Donc, ils sont partagés par tous les employés. D'accord? Ils sont partagés par tous les employés. C'est le même taux pour tous les employés permanents. Donc, je ne vais pas définir un attribut retenu pour chaque employé. Je ne vais pas créer une case retenue pour chaque employé. C'est la même retenue pour tous les employés, c'est le même taux de retenue pour tous les employés. Je vais m'arranger pour créer une seule case pour tous les employés. C'est un attribut partagé. D'accord? Pour tous les employés. Alors maintenant,
le constructeur de cette classe permanente, il doit faire appel au constructeur de la superclasse. Rappelez-vous, hein, on a dit le chaînage de constructeurs. Un constructeur de sous-classe doit faire appel au constructeur de la superclasse. D'accord. Donc là, j'appelle super avec les 5 attributs, d'accord, les 5 paramètres, numéro de sécurité sociale, nom, prénom, D et fonction. Ça, on l'a fait même dans les exemples. Et après, ce qu'il y a de spécial dans permanent, je vais le renseigner, l'expérience et le salaire de base. Donc, je donne une valeur d'expérience et je donne une valeur de salaire de base. OK. J'ai surchargé aussi ce constructeur permanent en faisant juste un appel au constructeur super de la superclasse. On a dit que l'appel du super doit être en première ligne du constructeur de la sous-classe. D'accord. Il doit respecter en fait la forme du constructeur de la superclasse. C'est-à-dire si j'ai mis 5 attributs, il faut que je respecte les 5 attributs dans l'ordre, 5 paramètres dans l'ordre. Si j'ai rien mis, il faut que j'appelle avec un paramètre sans paramètre. Des paramètres vides. D'accord. Maintenant pour la saisie, pour lire les informations d'un employé permanent. Là aussi, je vais appeler la méthode saisir de la superclasse qui permet de saisir le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom et la date de naissance, etc. Et je vais ajouter en fait la saisie de l'expérience et du salaire de base. E.nextInt et E.nextFloat pour le salaire de base. Donc, ce qui est spécifique à la sous-classe, je le mets ici donc dans la méthode. Et ce qui est hérité de la superclasse, je fais juste un appel super.saisir. D'accord. Là, c'est une redéfinition de la méthode saisir. Hein. J'ai une méthode saisir de type void dans la superclasse. Je la redéfinis ici, mais bon, comme par hasard, elle appelle déjà la méthode saisir de la superclasse. Je redéfinis aussi la méthode toString. Tout ça, on a fait en cours. Hein. Je redéfinis la méthode toString pour cette classe permanente qui va retourner. Donc, ce que retourne la méthode toString de la superclasse, c'est-à-dire return super.toString, et je vais lui concaténer le reste, l'expérience et le salaire de base. D'accord. Donc, super.toString, je vais déjà avoir le NSS, le nom, le prénom, la date de naissance et la fonction. Et je vais concaténer l'expérience et le salaire de base. Comme ça, je vais avoir une description complète de l'objet employé permanent. La méthode affichée, bon, je rappelle que je vais afficher donc, la description d'un employé permanent pour ne pas être embrouillé après dans l'exécution du programme. Je vais appeler la méthode toString de la classe. C'est super.toString. Hein. Donc, je note toutes ces erreurs. Super.toString. Ah non, non, c'est 10, c'est correct. C'est correct. Je ne vais pas répéter. C'est 10.toString parce que j'ai redéfini la méthode toString dans cette classe. D'accord. Je l'ai redéfinie. Déjà, elle appelle le toString de la superclasse et elle ajoute l'expérience et le salaire de base. Quand je veux afficher, je vais appeler la méthode toString de cette classe. C'est pour ça que je mets 10.toString. Ce n'est pas le super.toString. C'est correct. Hein? D'accord. Parce que déjà, le toString, il appelle le super.toString. Je ne vais pas encore dans l'affichage appeler le super.toString. Voilà, il reste juste les accesseurs. Get expérience pour retourner l'expérience, changer l'expérience parce qu'on aura besoin de changer. Donc, après une année, on va changer l'expérience. D'accord. Get salaire de base, return salaire de base. Set salaire de base, si on veut changer le salaire de base de l'employé, on va le changer. Maintenant, calculer le salaire net. On vous a donné la formule dans l'énoncé. C'est un float qui sera retourné. Et c'est quoi le salaire net? C'est le salaire de base plus la prime fois le salaire de base moins la retenue fois le salaire de base. Donc, c'est prime moins retenue multiplié par le salaire de base. Les primes, c'est ce qu'on ajoute au salaire. Les retenues, c'est ce qu'on retranche du salaire. Hein. Donc, si vous prenez une fiche de paie, il y a plein de primes et plein de retenues. Et le salaire que va percevoir l'employé, c'est le salaire de base plus le taux de prime moins le taux de retenue multiplié par ce salaire de base. C'est ça la formule de calcul.
Est-ce que c'est compris pour cette classe, qui est une sous-classe de la classe employée? Donc, c'est un héritage. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? OK. Non, madame. Ah, OK, très bien. Donc, on va continuer un peu sur cet exercice après et on va entamer le cours. Hein? D'accord. À 13h, Inch'Allah. OK. Et il y aura un CP, je pense, aujourd'hui, hein, à 15h, je pense, de la section. Voilà. J'ai envoyé hier, donc je rappelle que j'ai envoyé hier en fait un rappel par rapport au rattrapage d'Algo. Donc les gens qui sont concernés par le rattrapage, c'est le 5 juin, le samedi. Et l'interro de POO, ça sera le lendemain, le dimanche. Après, je vais vous dire comment on va s'organiser pour l'interro. OK, OK, d'accord. OK, voilà, donc bonne continuation, on se reverra après à 13h, Inch'Allah. Madame, j'ai une question, le devoir. Oui, oui. Madame, Flexo 5, madame. Il faut me rappeler, c'est quoi l'exo 5?